Nous aurons une intervention de Pierre Angel, grand spécialiste s'il en est de la réhabilitation avec l'acier. Cet ingénieur spécialiste du matériau nous racontera plus précisément les grands enjeux de l'acier dans la réhabilitation patrimoniale. Un mot peut-être juste avant de voir et d'entendre votre présentation pour que l'on comprenne bien d'où vient cet intérêt. Pierre Angel, c'est un ingénieur acier. Comment est-ce que vous avez rencontré ce matériau? Juste en un mot qu'on sache un petit peu d'où est-ce que vous nous parlez. Est-ce que oui, vous avez le micro. C'est très simple. Je ne travaillais pas à l'école. Et les pères jésuites ont dit à mes parents, votre fils, il est fait pour les études techniques. Donc ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Et j'ai commencé à être boulanger. Puis, au bout de 6 mois, la boulange, j'ai fait le tour. Et mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, j'aimerais bien souder. J'avais un oncle qui était serrurier. Il m'a dit, oui, mais pas chez ton oncle. J'ai fait un apprentissage et j'ai appris à souder. Et heureusement pour moi, mon patron m'a remis à l'école. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait de l'acier. Après, c'est l'acier qui m'a intéressé parce que c'est un matériau qui est assez extraordinaire. Et j'ai eu la chance après c'est d'aller étudier aux États-Unis. Et là, il l'utilise d'une autre manière. Il se pose moins de questions que nous, on s'en pose en France. Très bien. Eh bien, écoutez, l'acier, matériau de la réhabilitation et du patrimoine, c'est ce que vous nous dites et on vous écoute, Pierre Angel. Voilà, et alors je suis parti d'une citation de Philippe Robert. Vous savez qu'il y a eu une exposition au Centre Pompidou et Philippe était le curateur. Et bon, un jour j'ai rencontré Philippe Robert. Je l'ai par hasard traîné dans une conférence près de Pau. Et c'était assez amusant parce que, pour ceux qui connaissent Philippe Robert, il peut être très silencieux. Et j'ai été chercher à Pau et le voyage a duré 1 heure. Et pendant 1 heure, il ne m'a rien dit. Et à un moment, il m'a dit, il y avait des champs de maïs, il m'a dit, le maïs donne une épaisseur au paysage. Bon, il a fait sa conférence, il était un petit peu mieux, on l'a emmené dîner chez Michel Guérard à Génie-les-Bains, donc bon, c'était sympa. Et puis on est revenu le lendemain, il avait déjà des téléphones portables, c'était une 20aine d'années, et puis il avait quelqu'un au téléphone, à un moment je roulais. Puis à un moment il me dit, tu te rends compte, ces crétins, ils veulent mettre des murs banchés dans le couvent des Récollets. Alors je ne savais pas où était le couvent des Récollets, pour être franc, c'est la première fois que je vais ici, alors que je suis un gros utilisateur de la gare de l'Est, puisque j'ai un projet à Luxembourg. Et alors, en fait, il était furieux parce qu'il disait, mais un bâtiment qui a servi comme couvent, qui a servi comme, je crois, comme prison, comme école d'architecture, etc., ces abrutis veulent mettre des murs banchés et ils vont me fusiller le bâtiment. Alors, voilà. Donc, c'était mon approche avec le couvent des Récollets. Alors, je ne vais pas être déplaisant, mais simplement, je suis ingénieur, je ne suis pas architecte, donc je ne peux pas parler aussi brillamment que Philippe Prost, puisque moi, je ne fais rien. Les ingénieurs, nous, on aide les architectes. Hein. Bon, l'acier, on va l'utiliser pour consolider, pour réparer. Vous avez une photo du Grand Palais, vous avez un parking à Nancy, vous avez du bois qui est en très mauvais état. Pour consolider au séisme, ça c'est le centre de recherche d'IBM à la Gaude, c'est un bâtiment de Marcel Bruyère, et bon, si on ne l'avait pas renforcé, il tombait. Adapter des nouveaux usages. À gauche, c'est une halle que Benedetta Miralles a transformée en hôtel, et elle avait un problème, c'est que l'entreprise voulait lui capoter le poteau avec du plâtre. Et on a lutté, parce qu'il fallait une résistance au feu de 2 heures, on a lutté pour trouver un système, et on l'a trouvé. Il y a toujours des solutions. Et puis ça, c'est un autre bâtiment qui a été classé patrimoine du XXe siècle. C'était des bureaux qui ont été faits par Paul Depan et Marcel Lotz, et on en a fait des chambres d'étudiants. Et bien sûr, l'étudiant est bruyant, c'est des locaux de sommeil, donc là, le statut a changé. Et tout ça est en acier. Alors on va renforcer des existants. Ça, à gauche, c'est le Macro, le musée d'art contemporain de Rome, c'est un projet de l'ILDEC. Au milieu, c'est des renforcements au château de Versailles. Et puis le dosseret, c'est l'église allemande de Rome. Et vous voyez ça de la terrasse de l'hôtel Raphaël, qui est un joli petit hôtel. On va surélever, on va faire des extensions, comme ici à Bagnolet. On va aussi adapter.
Bon, vous connaissez les cours Puget, Marly, Khorsabad et Mario Bellini et Rudy Ricciotti en ont fait la cour islamique depuis. C'est le beffroi de Prague avec une spirale carrée, mais un joli ascenseur circulaire. Et puis aussi les toits. On parle beaucoup de réhabilitation thermique, hein, on parle d'économie d'énergie. Si on n'isole pas les bâtiments, ils ne sont pas très citoyens. Et parlant de citoyenneté, je crois qu'il faut, probablement beaucoup d'entre vous le savent, mais tout le monde ne le sait pas, la réhabilitation, c'est une action durable. Quand vous réhabilitez un bâtiment, que vous ne le démolissez pas, vous évitez de mettre des centaines de tonnes de briques, de béton, de bois et même d'acier à la poubelle. Et aujourd'hui, on travaille sur un bâtiment de bureau qui est un bâtiment neuf, un bâtiment qu'on fait avec Jean-Michel Villemotte au Luxembourg. Et on a rencontré un gars qui s'appelle Bill McDonough, et lui, il a inventé un concept qui s'appelle le cradle to cradle. Cradle, c'est berceau en anglais. Et l'idée, c'est de recycler les éléments de poutre, les éléments de vitre, tous les éléments, dans 50 ans ou dans 60 ans, et de les remonter pour faire de nouveaux bâtiments. C'est un projet que j'aime bien. Alors, l'acier recyclable, on a dû vous le dire, donc j'insiste pas. Ça, c'est le siège des Sceaux à la Défense qui a été démonté avant que Jean-Paul Viguier fasse Cœur Défense. Vous voyez, c'est des bardages, ça c'est en face de mon bureau à Saint-Denis, on trie l'isolant, on trie la tôle. Et l'acier, ça est intéressant, c'est qu'un bâtiment en acier, il va être entre 5 et 10 fois moins lourd qu'un bâtiment en béton. Et probablement, vous connaissez cet architecte américain qui s'appelait Buckminster Fuller, qu'on appelait Bucky. Et Bucky disait, pour savoir ce que vaut un bâtiment, il faut le peser. Alors, je montre toujours à mes étudiants à l'école, j'ai une courbe avec la pyramide de Khéops, et je leur montre qu'arrivé un moment, on a construit des bâtiments qui sont plus légers que quand Fraiotto a fait le stade de Munich, hein, et avant le pavillon de l'Allemagne à Montréal, on a des structures qui sont plus légères que la force de soulèvement du vent. Alors là, d'Annecy, là, ils ont été, c'est un cabinet d'architectes d'Annecy qui s'appelle Futura. Ils ont dit pourquoi on ne garderait pas le bois de ce gymnase et pourquoi on n'ajouterait pas, alors ils ont fait un curage, comme on dit dans le métier, et pourquoi on n'associerait pas ces arches en lamellé-collé à de l'acier. Alors vous voyez, ils ont coupé la partie verte, c'est ce qu'ils vont enlever pour la cage de scène, et puis ils ont rajouté des charpentes. Et là, vous avez une conjonction, c'est-à-dire que le bois tient l'acier tient le bois. Et c'est génial parce qu'on n'a pas mis du bois à la poubelle, on a été plus citoyen. Bon, il y a des modes, hein, bien que ça soit très bien, on va verdir le toit, on va mettre des panneaux solaires, on va récupérer l'eau pour les toilettes. Bon, c'est des choses qui sont classiques maintenant. Voilà, donc quelques photos, quelques dessins pour montrer un peu la syntaxe des choses. Deuxième chose que j'aimerais parler, il y en a trois, c'est vraiment par hasard des bâtiments de Jean-Michel Villemotte. Pas que je n'aime pas Jean-Michel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami, mais c'est des bâtiments, celui-ci date de 1250, il a travaillé avec un architecte des monuments du patrimoine qui est Hervé Baptiste, et ils ont fait une partition assez incroyable ensemble. C'est-à-dire que ce bâtiment qui avait été fermé, tous les sous-sols avaient été comblés par les moines parce que le bâtiment avait tassé de 70 cm, eh bien, ils l'ont fait revenir. Alors, qu'est-ce qui restait? C'était quoi le collège des Bernardins? Les moines ont eu le pouvoir, ont conservé le pouvoir de la connaissance jusqu'à la fondation des premières universités, Bologne, la Sorbonne, bien sûr, Heidelberg. Et une fois qu'ils ont vu que le savoir leur échappait, ils ont fait des collèges à côté des universités. Et celui-ci, il a formé, je crois, 3 ou 4 papes. Alors, il ne restait plus que le rectangle rouge. Et voilà ce qu'il y avait. Alors, le toit avait été refait par un architecte que vous connaissez bien, c'est l'architecte de la Gare du Nord, c'est Hittorf, et il avait fait ce qu'on appelle un étage d'attique. Et quand ils ont commencé à travailler là-dessus, il y a eu un moment où l'archevêché de Paris faisait, c'est le cas de le dire, un pari, puisqu'il leur fallait 50 millions d'euros pour refaire ce bâtiment. Et il y a eu un moment, un soir, où le cardinal Luciger devait prendre la décision. Pour financer ces 50 millions d'euros, il fallait vendre des bâtiments dans Paris. Il a mis sa tête dans ses mains, et pendant 1 minute et demie, ce qui paraît un temps extrêmement long,
il a réfléchi, il a levé la tête et il a dit « On y va, Dieu le veut ». Bon. J'ai regardé autour en disant il y a quand même des choses qui sont difficiles à faire. Et comment on va arriver à reconsolider le bâtiment? Et puis Jean-Michel Villemotte et Hervé Baptiste ont discuté, ils ont dit c'était un bâtiment gothique, pourquoi est-ce qu'on ne lui rend pas son gabarit? Ça arrive souvent. La cathédrale de Metz a brûlé en 1878 ou 79, et l'empereur d'Allemagne était venu pour faire un feu d'artifice pour les annexer, puisque la Moselle et l'Alsace étaient des annexés, et il a foutu le feu à la cathédrale. Donc il a été un peu gêné, il a dit qu'il paierait de sa cassette personnelle la réparation, et immédiatement, ils ont remis la cathédrale à un gabarit gothique, avec des fermes qui ont été achetées en France, des fermes à la Polonceau, comme les fermes de la gare du Nord d'ailleurs. Voilà. Donc le collège des Bernardins, vous avez beaucoup d'acier, mais vous ne verrez pas l'acier. Très peu. Alors, les moines cisterciens avaient fait des fondations, c'était de bons maçons, mais quand ils ont vu que ça tournait mal, que ça tassait, ils ont mis des étançons, des barres obliques, et puis ils ont rempli tout le sous-sol de terre et ils l'ont damé. Dans les années 2000 et quelques, l'archidiocèse de Paris a racheté le bâtiment à la ville de Paris. Alors ce bâtiment, il avait servi bien sûr de collège, il avait servi de prison, il avait servi à stocker du suif, internat pour la police, caserne de pompiers, ou plutôt il y avait des pompiers, ils avaient cassé certains murs pour rentrer les camions. La première chose, vous connaissez probablement la citation de Confucius, le sage apporte tout son soi à la racine, il fallait traiter les fondations. Et c'était extrêmement difficile parce que comment vous allez faire pour travailler en dessous dans des caves? Et on y est arrivé parce que d'abord on a dégagé, on a mis 2 micropieux autour de chaque colonne, on a mis beaucoup plus sur tous les murs gouttereaux pour stabiliser tout ça. Et puis en mettant des carcans, on est arrivé, en s'appuyant sur les micropieux, on est arrivé à tenir les voûtes, tenir les chapiteaux, et puis à changer, à mettre de nouvelles fondations. Vous voyez les carcans. Alors c'est un travail qui a pris presque 2 ans. Vous voyez là, on a mis du béton avec ce qu'on appelle un peeling pour ne pas abîmer la pierre. Le béton sur retrait, vous voyez le cône, donc on va pouvoir soutenir. Et puis les machines, vous les voyez en action, c'est des machines spécialisées. Et vous voyez tous les micropieux, il y a eu environ 300 micropieux qui ont été mis jusqu'à des profondeurs de 35 ou 40 mètres. Donc les micropieux, bien sûr, sont en acier. Alors, arracher le toit, parce que c'est un peu ce qui a été fait, ce n'était pas évident que l'architecte en chef des monuments historiques soit d'accord. Il fallait beaucoup de courage. Aujourd'hui, on voit ça, on dit « ouais, c'est chouette, c'est bien », mais il fallait beaucoup de courage. Et ils ont décidé de faire une charpente en acier, pas par fanatisme, mais parce que c'était la seule solution pour pouvoir réutiliser les combles et faire un auditorium. Alors, il y en a 2 en fait, des auditoriums. Il y en a un grand et un petit. Et puis, il y avait le problème des voûtes. Les voûtes avaient été un petit peu abîmées, les colonnes étaient tenues par des murs qui avaient été faits et en moellon et en aglo, suivant les époques. Et donc, en regardant, ce qu'on a fait, c'est de dire pourquoi on ne suspend pas le plancher du premier étage, ce qui étaient les chambres, à l'étage supérieur, en mettant des poutres très fortes sur les murs gouttereaux. Alors voilà la coupe, voilà l'élément, et voilà le détail de ces poutres. Ces poutres font 1 mètre. Les trous, c'est pour passer les fluides, la clim, la ventilation, et on va pouvoir comme ça suspendre. Alors vous voyez l'arbalétrier qui est tenu sur la poutre d'1 mètre. Pour les poser, il a fallu creuser dans les murs gouttereaux. Donc on a fait des empochements, des massifs en béton armé très ferraillés, et vous voyez le détail de la poutre. En dessous, vous avez des petites poutres, et ça, c'est les éléments du plancher du premier étage. On ne pouvait pas poser ça sur les voûtes, ça les aurait démolies ou abîmées, et c'était très difficile de rentrer ces éléments qui sont assez longs par les fenêtres, donc on les a attachés sous les poutres. Alors voilà des poutres qui sont mises en place. Il y a un plancher, il y a des solives, et hop, on bétonne. C'est un plancher collaborant d'une dizaine de centimètres. Vous voyez les solives. Vous voyez les poutres qui sont suspendues, encore attachées.
Et ces poutres, on va les descendre. On va les descendre pour qu'on ne charge pas les voûtes, mais aussi parce qu'on va bloquer les colonnes. C'est-à-dire que le plancher, il a le droit de se déplacer en translation verticale, hein, plus haut, plus bas, puisque les tirants vont se dilater, mais il ne faut pas qu'il bouge dans le plan horizontal. Donc on va lier toutes les colonnes sur une grille, et ces colonnes, elles vont, quand une colonne veut se déformer, elle va empêcher les autres, elle va être empêchée par les autres. Alors, il a fallu aller chercher avec une aiguille en acier de 60 mm de diamètre le centre de la colonne pour qu'on soit bien sûr qu'on tenait bien les choses. C'est là où on voit qu'il y a des compagnons qui sont absolument incroyables, hein, qui arrivent à trouver des solutions pour être sûr que les choses soient bien centrées. Et là, c'était primordial. Et puis après, on a commencé à creuser les voûtes. Alors, les voûtes, aujourd'hui, on donne des leçons à tout le monde, mais regardez ce que les moines cisterciens faisaient en 1250. La dalle alvéolée il l'avait pratiquement inventé, à part qu'eux, ils mettaient des châssis en bois qu'ils enduisaient de suif, et ils coulaient, ils laissaient prendre, et ils tiraient ça doucement. Déploiement du plancher, donc le voilà à droite, il est déployé. On va simplement avec des palans à chaîne descendre. Et là, vous voyez, on ne voit pas l'échelle, là on voit bien l'échelle, parce qu'il y a un ouvrier. Et donc c'est quand même assez grand, hein. Alors voilà l'élément qui va tenir le coulisseau est placé, et puis on va le bétonner avec un béton sans retrait. Et là, après, on va pouvoir couler la chape. Les tirants, ils vont être cachés dans les cloisons, mais on aurait pu les laisser apparents. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était les mettre un petit peu plus gros, augmenter la limite d'élasticité pour qu'ils résistent mieux au feu, et faire comme Jean Nouvel a fait au musée du Quai Branly, leur mettre de la peinture intumescente. Donc là, on voit, c'est un bâtiment. Quand on rénove des bâtiments comme ça, l'étanchéité n'est plus la même. Et donc, il faut ventiler. Hein. Souvent, les bâtiments anciens, si on bouche les ouvertures, c'est vrai que la perméabilité à l'air est quelque chose qui n'est pas bon pour le CO2 et pour le chauffage, pour la facture de chauffage. Mais si vous bouchez tout, et si vous ne ventilez pas, ben vous allez avoir des problèmes d'humidité. Voilà, alors voilà... Quand tous les murs avaient été, tous les stabilités provisoires qui duraient depuis des siècles ont été relevées, voilà ce qu'on avait et voilà ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Hein, donc bon, vous connaissez probablement cet endroit. Donc on voit moins, c'est qu'il y a de l'acier partout, mais que l'acier est caché. Et ça, c'est le propre de l'acier. L'acier a l'avantage d'avoir un module d'élasticité. Vous savez, quand on calcule la flèche, nous autres ingénieurs, on a une équation où il y a E en bas. Et plus E est grand, plus la flèche est petite, plus la déformation de l'élément est petite. L'acier, c'est 15 fois plus rigide que le béton, c'est 20 fois plus rigide que le bois, donc ça permet de faire des portées assez grandes en ayant des épaisseurs assez petites. Et puis quand vous avez des colonnes que vous ne voulez pas vous montrer, que vous voulez cacher, bah, vous prenez des barres de 12, 13, 14 cm et vous voilà les sous-sols. Voilà, les architectes ont laissé une réminiscence cistercienne. Voilà l'auditorium. Bon, pourquoi il est en acier? Bah, parce qu'il fallait alléger au maximum les choses. Petite... aspect contemporain dessiné par Jean-Michel Villemotte. Il n'a pas voulu singer des garde-corps en fer forgé. Et je vais aller vite là. Je suis très libre, j'ai parlé. 7 minutes et on est parfait. Bon, ça peut pas de problème, on tiendra en 5 minutes. C'est la station F. Alors la station F, c'est un bâtiment qui était fait entre les deux guerres par Freycinet. C'est un bâtiment qui a failli être démoli plusieurs fois. D'abord, il voulait en garder une petite partie, il voulait le démolir complètement. Et puis, on est arrivé, les associations, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et c'est impressionnant parce que c'est une tour Eiffel allongée, là, le Freycinet. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une gare de marchandises, qui était vraiment uniquement une gare de marchandises? Eh bien, Xavier Niel a acheté l'endroit et il a demandé à Jean-Michel Villemotte de faire un endroit pour des start-up. 1000 start-up. Et donc, la première chose qu'a voulu faire Jean-Michel Villemotte, c'est ne pas ajouter de choses superflues. Donc il a accroché des boîtes, des conteneurs, en acier. Pourquoi en acier? Parce que c'est ce qu'il pouvait mettre de plus léger. Et il les a accrochés sur les colonnes.
Alors bon, on a 20 minutes, je ne vais pas vous faire tout l'exposé du moisage des colonnes de Freycinet, mais pour lui, c'était important de ne pas rajouter des poteaux. Si vous prenez le projet de Reichen et Robert pour le pavillon de l'Arsenal, c'est pareil. Ils auraient pu faire leur mezzanine en rajoutant des poteaux. Ils ont refusé ça d'un revers de main et ils ont suspendu à la charpente. Là, c'est un peu pareil, à part qu'on ne suspend pas, on accroche sur les poteaux. Alors au départ, il a fallu regarder les matériaux. Le béton, il était à 12 mégapascales. Les colonnes, les pieux qui supportaient les piliers ne pouvaient pas soutenir d'autres charges. Et donc, il y a un système de renforcement des fondations qui a été fait, où on a rajouté des barrettes. On a fait d'abord 2 micro-pieux de chaque côté. Vous voyez au centre le pieu d'origine, le pieu de Freycinet. Et on a mis des boîtes de vérinage, en fait des boîtes avec des vis hélicoïdales. Et une fois que tout ça a été sec et bien dur, bien résistant, on a commencé à soulever toute la halle Freycinet pour pouvoir transférer les forces du pieu central dans les micro-pieux. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la toiture. La toiture, à un moment donné, il y a un ouvrier qui est passé dedans. Il s'est blessé légèrement, mais il a fait un trou. Et donc, on ne pouvait pas laisser la toiture comme elle était. Il fallait à la fois la renforcer, mais il fallait aussi l'isoler. Et donc, mettre une isolation sur cette toiture, ce n'était pas possible au niveau de la résistance. Donc, ce qu'on a fait, on a mis des bacs acier. Alors, vous voyez, la toiture est courbe. Bon, les bacs acier se courbent très bien. Et puis, on a mis de l'isolant et on a mis une membrane. Alors, c'est vrai que les technologies qu'on a aujourd'hui sont assez étonnantes parce que je me suis aperçu en allant sur le chantier que la membrane d'étanchéité, elle était plus soudée, elle était autocollante. Donc, vous enlevez un peeling comme du double face et crac, le gars a une roulette à tapisserie. Alors, on me dit, bon, vous êtes sûr? Oui, pas de problème. Donc, les techniques, vous n'avez plus de chalumeau pratiquement sur ces chantiers. Bon, voilà un détail de la partie Freycinet en béton et la partie qui a été rajoutée pour évacuer les eaux, bien sûr. Et puis, la nervure. Alors, l'architecte du patrimoine a dit, bon, écoutez, vous allez augmenter l'isolant, mais vous allez me fusiller la nervure. Et la nervure, c'est quand même un caractère du bâtiment. Il est cannelé et c'est important. Donc, on a surélevé l'isolant. Et vous voyez, pour ne pas trop épaissir la nervure, on a mis un isolant plus performant à cet endroit-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.